Les vibrations sonores qui se propagent dans l'air ou dans l'eau constituent des sons qui sont captés par nos oreilles et transmis au cerveau pour qu'il les décode. Autrement dit, nous entendons le son. Notre projet va cependant montrer qu'il est aussi possible de visualiser le son en faisant danser la lumière. Le montage expérimental exploité pour mettre en évidence ce phénomène est assez simple. Il consiste en une membrane placée au-dessus d'un haut-parleur et sur laquelle est fixé un miroir. La réflexion d'un faisceau laser sur ce dernier est ensuite projetée sur un écran. Lorsqu'on impose une ou plusieurs fréquences en entrée du haut-parleur, on constate que le faisceau laser décrit des formes bien spécifiques sur l'écran. Voici par exemple ce que l'on obtient en excitant la membrane avec un sweep monofréquence entre 45 et 400 Hz. On constate tout d'abord que l'amplitude des patterns varie et devient maximale pour certaines fréquences, que l'on appellera par la suite des fréquences de résonance. Par ailleurs, les patterns observés peuvent prendre différentes formes bien définies. Des ellipses orientées à gauche ou à droite, des cercles, des lignes, voire des figures plus exotiques comme des lemniscates de Gironneau ou des besaces. Enfin, si l'on est bien attentif, on peut également constater que certains patterns tournent autour de leur centre de symétrie lorsque la fréquence varie. Partant de ces observations, nous avons cherché à répondre à deux grandes questions. D'une part, à partir d'une trajectoire fermée sur l'écran, est-il possible de déterminer la fréquence en entrée du haut-parleur nécessaire pour dessiner la forme observée? Et d'autre part, est-il possible de faire tourner les figures comme on le désire? Commençons donc par rechercher un lien entre la fréquence en entrée et la figure résultante sur l'écran. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre que les patterns obtenus ne sont pas constitués d'une ligne continue. En effet, à un instant donné, la projection du rayon laser sur l'écran donne un point. C'est donc le déplacement au cours du temps de ce point qui va permettre de décrire les différents contours observés. Ce déplacement se fait à une vitesse suffisante pour que notre œil interprète cette suite de positions discrètes comme une ligne continue. Ce point est essentiel puisqu'il implique que l'on puisse suivre le déplacement du point laser au cours du temps et donc mesurer sa période, c'est-à-dire le temps qu'il met à parcourir le contour de la figure. Or, si l'on suppose que la fréquence à laquelle le point laser se déplace sur l'écran est égale à la fréquence imposée en entrée du haut-parleur, alors on dispose d'un moyen simple de faire le lien entre fréquence en entrée et pattern en sortie. Le tracé de l'évolution de la fréquence du point laser obtenu par cette méthode en fonction de la fréquence en entrée du haut-parleur donne une droite de pente environ égale à 1 et d'ordonnée à l'origine négligeable devant les autres valeurs en ordonnée. Ces résultats sont donc tout à fait satisfaisants et valident l'hypothèse que nous avions faite. Nous sommes désormais capables de trouver la fréquence en entrée du haut-parleur en partant du pattern obtenu en sortie. Intéressons-nous désormais à notre seconde problématique portant sur la rotation des patterns. Pour y répondre, il va être nécessaire de se pencher sur l'origine physique des figures observées et donc sur la manière dont la membrane vibre lorsqu'on l'excite avec une fréquence donnée. Pour cela, nous pouvons commencer par tracer le spectre de la membrane, c'est-à-dire l'évolution de l'amplitude des patterns en fonction de la fréquence imposée en entrée. Outre les résonances en amplitude que nous avions déjà visualisées précédemment, on constate que ces pics de résonance sont élargis et que certains d'entre eux sont dédoublés. Or, le phénomène de rotation est observé sur des ellipses lorsque l'on fait varier la fréquence autour de ces pics dédoublés. Il est donc clair que ce dédoublement va jouer un rôle central dans le mécanisme que l'on cherche à étudier. Pour en comprendre l'origine, nous pouvons utiliser l'expression des modes propres se développant dans la membrane. Ces derniers sont caractérisés par les entiers M et N, représentant respectivement le nombre de diamètres nodaux et de cercles concentriques, en comptant le périmètre, dans le diagramme d'onde stationnaire. Dès lors, lorsque la membrane est excitée avec une fréquence donnée, sa forme résulte de la superposition de l'ensemble de ces modes propres, pondérés par une fonction dépendant de l'écart entre la fréquence excitatrice et la fréquence propre de chacun des modes. Les différentes fréquences de résonance observées sur le spectre correspondent donc à des fréquences propres de la membrane. Cependant, on peut facilement se représenter que la contribution d'un seul mode propre ne suffit pas pour obtenir des patterns non linéaires qui nécessitent la combinaison de deux vibrations élémentaires du miroir. C'est ici que le dédoublement de certains pics prend toute son importance. En effet, on comprend bien que ce dédoublement se traduit par des modes ayant des fréquences propres très proches. Pour expliquer ce faible écart fréquentiel, reprenons l'expression de la partie spatiale présentée précédemment. Les modes de la forme 0n ne possèdent pas de diamètre nodal et seul le terme en cosinus peut s'exprimer. Ils sont donc symétriques et non dégénérés. Par contre, tout mode contenant au moins un diamètre nodal est antisymétrique et doublement dégénéré, puisque les solutions en cosinus-sinus représentent deux modes orthogonaux de même fréquence. Ainsi, dans le cas idéal, chacun des modes dégénérés possède un partenaire à la même fréquence propre, tourné d'un angle pi sur 2m. Cependant, en pratique, la dégénérescence de ces modes propres peut être relevée du fait de diverses perturbations, comme par exemple des non-uniformités dans la tension de la membrane, ce qui est probable au vu du système d'attache au bord et de la fixation des miroirs. La symétrie circulaire est alors brisée, conduisant à la création d'axes rapides et d'axes lents. Les modes dégénérés se divisent en deux modes, de fréquences propres proches, mais différentes. Ce raisonnement est confirmé par une simulation d'expérience que nous avons rédigée. L'implémentation de la levée de dégénérescence permet bien d'obtenir des patterns non linéaires, ce qui n'est pas le cas lorsque les modes restent dégénérés. Pour comprendre l'origine du phénomène de rotation, il reste à se pencher sur l'influence de cette combinaison de modes sur l'équation des patterns, dont on connaît la forme générale puisqu'ils appartiennent à la famille des courbes paramétrées de Lissajous. Pour simplifier la suite du raisonnement, nous allons considérer le plus simple des modes antisymétriques, le mode 1,1, qui se subdivise en deux modes, 1,1+, et 1,1-. En assimilant ces deux modes orthogonaux à des ressorts faisant vibrer le miroir, on obtient l'expression du paramètre d'amplitude A sous la forme d'une lorentzienne et du paramètre de phase phi. On constate ainsi que lorsque l'on franchit la première résonance, un déphasage de pi s'instaure entre les deux modes, jusqu'à la seconde résonance. C'est ce déphasage, combiné à la variation de A avec la fréquence, qui va être à l'origine du mécanisme de rotation, comme le montre la simulation de suite fréquentielle que nous avons réalisée.
Il est donc finalement possible de faire tourner les patterns comme on le désire en faisant varier la fréquence au voisinage d'un mode propre antisymétrique dont la dégénérescence a été levée. Il est clair que ce mécanisme de mise en forme et de contrôle d'un faisceau laser présente de nombreux avantages, en particulier dans le domaine des pinces optiques, où il constitue une alternative peu coûteuse permettant de créer une grande variété de patterns capables de piéger et de transporter des particules colloïdes dans des configurations bien définies.